Donc j'enchaîne avec ce troisième cas qui relève de l'allergologie générale. C'est un cas clinique qui concerne une patiente de 56 ans, institutrice retraitée, sans antécédents particuliers, en dehors du tableau pour lequel il consulte. Donc, elle n'a pas de diabète, pas d'HTA, pas d'obésité, pas d'RGO, pas d'allergie médicamenteuse, pas de dépression, pas d'anxiété, etc. Donc, il consulte pour complément de prise en charge. Donc, elle était suivie à Rabat pour son tableau clinique, et vu les perturbations Covid, il a préféré chercher à être suivi dans la ville où il habite. Donc il a consulté chez nous pour complément de prise en charge. Dans son tableau clinique, donc, on note un asthme qui est apparu à peu près 15 ans, qui date de 15 ans. Il est bien pris en charge. Il est sous traitement de fond, fait de fluticasone 1000 microgrammes par jour, salmétérol 100 microgrammes par jour, salbutamol en cas de besoin. Donc, avec une très bonne observance thérapeutique, il est très bien contrôlé et un bon usage des dispositifs d'inhalation. Son tableau comprend également une rhinosinusite chronique apparue il y a 20 ans, c'est-à-dire à peu près 5 ans avant l'asthme. Elle est sous mométasone, 50 microgrammes dans chaque narine 2 fois par jour, avec lavage nasal à l'eau salée. En plus de ça, de ces deux tableaux, donc, il y a eu apparition d'une polypose nasosinusienne après l'asthme, réfractaire, pour lequel elle a été opérée en 2018, avec réapparition récente de la symptomatologie, plutôt aggravation de la symptomatologie, une réapparition récente des polypes. Pour ce tableau de polypose nasosinusienne, il est sous prédnisolone, 40 mg, un jour sur 2. Devant ce tableau, son médecin traitant, donc asthme, rhinosinusite chronique, polypose nasosinusienne. Donc le médecin traitant a pensé au syndrome de Vidal. Il a retenu ce diagnostic et il a demandé à la patiente d'arrêter de prendre l'aspirine et les AINS. L'examen physique, donc l'examen général est strictement normal. L'examen pleuropulmonaire également. À l'auscultation, il n'y a pas de sibilant. L'examen cutanéo-muqueux est également normal. Sur le plan ORL, on note une douleur à la palpation du sinus maxillaire. Et l'examen chez l'ORL a retrouvé une perforation tympanique à gauche et une otite séromuqueuse à droite. J'ai oublié de mentionner que l'examen n'a pas retrouvé de complications d'une corticothérapie au long cours. Dans son bilan réalisé antérieurement, on note des tests cutanés positifs au pollen de cupressacée, des IgE totales normales à 42, des IgE spécifiques au palatane, mimosa, camomille sauvage positif. On note également une hyper-eosinophilie à 1385. À la première consultation dans notre formation, sa spirométrie elle était strictement normale. Mais les spirométries de 2013 à 2021 montraient un syndrome obstructif réversible, confirmant le diagnostic de l'asthme. Le reste du bilan était sans particularité, notamment des encas négatifs, une sérologie aspergillaire négative. Donc l'évolution, cette patiente, elle se plaint principalement des manifestations ORL. L'évolution est marquée par la persistance d'une rhinorrhée chronique unilatérale, d'une obstruction nasale avec anosmie et d'une hypoacousie à bascule. Elle est sous corticothérapie orale au long cours, et à chaque tentative de dégression, il y a aggravation des symptômes. Voilà le tableau. Donc, je demande à l'audience sa conduite à tenir. Vous pensez à quoi? Est-ce qu'on avance dans la prise en charge ou bien on explore? Dr. Gdari? Est-ce qu'on avance ou on explore? Les encas étaient négatifs, mais est-ce qu'on a fait les PNK et toute la batterie des encas, tout était négatif? Non, sur le plan scanographique, il n'y avait rien du tout. Aucun argument en faveur de chaque. Ok, en cas en général négatif, c'est en cas PNK négatif. Il n'y a pas d'autres atteintes ou des signes. Il a beaucoup de signes ORL. Il a l'hyper-eosinophilie. Alors, en tant que pneumo, je vais penser en cas négatif. Alors, ça m'élimine vascularite, mais je dirais, comme a dit le professeur Smaili, est-ce que les PNK ou les CNK sont tous négatifs? Mais sinon, scanner thoracique. Un épaississement de la paroi bronchique. La fonction rénale, on n'a pas vu tout le reste. Normal. Tout est normal.
Donc c'est un tableau vraiment assez clair. Oui, professeur Sani. Micro. Moi, j'évoquerai deux diagnostics. Est-ce que s'il y a une prise préalable d'ANS, est-ce que ça s'aggrave au moment de la prise des ANS? Donc on évoquerait à ce moment-là le syndrome de Fernand-Vidal. Et puis un diagnostic auquel il faut penser aussi, même chez l'adulte. Une polypose nasale avec un asthme qui s'aggrave, qui ne répond pas au traitement d'un asthme sévère. Il faut penser à la mucoviscidose et demander un test de la sueur. Ok. Sur le scanner, il n'y avait pas de bronchectasie, donc on n'a pas pensé, on n'a pas exploré dans ce sens. Mais la première remarque... Forme monosymptomatique. Il faut y penser même en l'absence de dilatation des bronches, justement. Même en l'absence de diarrhée chronique, de signes digestifs et de dilatation des bronches. Ok. Concernant la première remarque, c'est ce que j'attendais. Donc c'est une patiente. Donc il y a 2 points dans l'interrogatoire qu'on a ressortis à l'interrogatoire. Il y a 2 points très importants. C'est que cette patiente, il ne prenait pas souvent, ou bien il prenait pas, en pratique, il ne prenait pas l'aspirine, il ne prenait pas les ANS. Donc quand le médecin a interdit ces médicaments, donc ce n'était pas très difficile pour elle. Deuxième de choses, il ne se rappelle pas, durant toute sa vie, d'une réaction sévère, grave, après prise d'un médicament contre la douleur, contre la fièvre, etc. Donc c'était un tout petit peu flou. On n'arrivait pas à trancher est-ce qu'il y a intolérance à l'aspirine ou pas d'intolérance à l'aspirine, raison pour laquelle on a opté pour le test de provocation orale à l'aspirine. Okay. Excusez-moi, je voulais juste demander pourquoi est-ce qu'elle a une rhinorrhée unilatérale et les de quelle nature c'est une rhinorrhée? Donc à l'examen, il y a des polypes. À l'examen, il y a des polypes et c'est une symptomatologie. Pardon? C'est une rhinite allergique. Il a une rhinosinusite chronique. C'est plus inflammatoire, plus polypose. Donc il est tout le temps symptomatique. Un problème local. Ok. Non, j'ai pas prévu. Non, c'est fait. L'examen ORL a été fait. On a des polypes. Diagnostic confirmé. Qu'est-ce que vous faites de l'hyperactivité, s'il vous plaît? Ok, voilà. On va avancer dans ce sens. Okay. Oui. Si jamais on n'a pas fait de scanner avant, pas de bilan, pas d'endoscopie. Donc il faut penser en cas de rhinorrhée unilatérale au CAVOM. Il faut penser au CAVOM parce que ça souvent se manifeste par des obstructions nasales unilatérales après avoir éliminé bien sûr un syndrome de Fernand-Vidal. Absolument. Donc une petite précision, c'est que cette patiente a été adressée chez nous par son ORL à Tanger. Donc elle a été prise en charge par l'ORL, scanner fait, endoscopie faite, toutes les autres étiologies ont été éliminées. Syndrome de Vidal, toujours suspecté, donc elle a été adressée chez nous pour complément de prise en charge. Oui, une autre question? Oui, là. Voilà, donc c'est une dame qui prend bien son traitement de fond, elle est bien avec bonne utilisation. Le syndrome de Vidal, il est là, elle évite l'aspirine, mais pourquoi elle a une corticodépendance? Pourquoi elle a cette... Donc il faut chercher dans d'autres étiologies non inflammatoires, mais qui répondent apparemment aux... Donc pour moi, il faut faire quand même une nasofibroscopie, pour voir le corps régional, ce qu'il a, parce qu'il a le droit de faire quelque chose d'autre. Non, maintenant, ou bien revoir dans l'environnement qu'est-ce qui fait qu'il maintient cette symptomatologie. Ok, nasofibroscopie, je précise une deuxième fois, nasofibroscopie faite. D'accord, moi je pensais qu'elle a été faite antérieurement. Non, récemment, tout récemment. Et le contrôle c'est-à-dire revoir, il faut faire une anamnèse précise par rapport à l'environnement. Est-ce qu'ils ont ramené, ils ont changé de domicile, est-ce qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une autre source allergénique. Okay. Autre chose pour la nasofibroscopie et même biopsie. C'est une patiente qui garde une hyperiosinophilie à 1300 et quelques, alors qu'il est sous corticothérapie orale 40 mg un jour sur 2. Alors on sait très bien que la corticothérapie fait effondrer les taux d'éosinophiles. Alors elle garde 1300 et quelques, alors qu'il est sous un jour sur 2. Je dirais il y a un autre diagnostic sous-jacent. Ok. Donc elle a été opérée en 2018. On a retrouvé des polypes, à l'examen histologique des polypes, une infiltration éosinophilique. Voilà, dans le même sens. Oui, on doit avancer. Si.
Donc l'exacerbation de l'asthme, elle est expliquée par les polypes. Si jamais on n'enlève pas les polypes, ça va rester comme ça. Donc l'opération et l'exérèse des polypes, elle est obligatoire pour améliorer la symptomatologie d'asthme. Absolument, absolument. Mais son asthme, elle est très bien contrôlée. Avant l'opération et après l'opération. Voilà, donc... Dernière question, Dr Sbey. Voilà, donc le Wegener doit être évoqué. C'est une pathologie qui donne des rhinopathies avec de l'inflammation, qui peut simuler des tableaux pareils. Et surtout, la réponse à la corticothérapie doit nous faire penser au Wegener. Donc, bilan rénal, les encas et autre chose. Voilà. Donc, okay. Tout cela est normal. On avance. On va voir. Juste, vous avez pas répondu à la question de Dr Ferdows sur l'hyperéosinophilie. L'hyperéosinophilie, donc on va discuter ça. Il y a une explication à ça. Il y a une explication à l'hyperéosinophilie. Ok, on avance. Donc on a opté pour le test de provocation orale. On a utilisé un questionnaire publié et validé par les enseignants d'allergologie du collège, les enseignants du collège d'allergologie français, ainsi que les experts de la Société française d'allergologie. C'est un test qui est standardisé. Donc il y a des précautions à prendre. Il n'y a pas de nécessité d'une prémédication. Donc c'est un test où on donne des doses minimes d'aspirine et on augmente les doses progressivement. Le rythme des doses est de 30 minutes. Chaque 30 minutes, on donne une dose supérieure. On surveille bien sûr le patient sur le plan clinique. On ausculte, on prend la tension artérielle, la fréquence cardiaque et on fait une spirométrie 15 minutes après la prise d'AINS et 30 minutes, on refait la spirométrie après 30 minutes. Donc on a réalisé le TPO chez cette patiente. On a commencé par 1 mg, puis 10 mg, puis 20 mg. Il n'y avait pas de réaction. L'examen était strictement normal. Tension artérielle, fréquence cardiaque, il n'y avait pas de particularité. La spirométrie après 15 minutes et après 30 minutes ne montrait pas d'anomalie. Par contre, quand on a donné 50 mg, la patiente a donc commencé à avoir des signes de rhinite, fait de prurite, écoulement nasal. Également, sur le plan oculaire, il a eu un larmoiement. Sur le plan spirométrique, le VEMS après 15 minutes était de 98%. À 30 minutes, elle était de 95%. Okay. Après la dose de 100 mg, donc la rhinite s'est accentuée. On a eu, en plus de l'écoulement, l'obstruction nasale, plus de prurite. Sur le plan oculaire, on a eu le prurite et un larmoiement important. Sur le plan spirométrie, après 15 minutes, le VEMS était de 97 et après 30 minutes, le VEMS était de 84. On a commencé par 2 litres 45 de VEMS au début et à 84%, la dernière valeur. Donc on était à 2 litres 0,2. Au lieu de donner la dose suivante de 200 mg et courir le risque, donc on a préféré attendre un tout petit peu, refaire la spirométrie avant d'avancer. On a attendu 15 minutes, on a refait la spirométrie et le VEMS est descendu à 75%. En valeur absolue, il était de 1 litre 87. Donc le test était positif. Donc le critère de positivité d'un TPO, c'est la chute du VEMS de 20%, accompagnée ou non de signes cliniques. Donc on a eu les signes cliniques et une chute de 24% des VEMS. Diagnostic retenu. Concernant le traitement, on a maintenu le traitement de fond de l'asthme, la corticothérapie nasale. On a ajouté une cétirizine à 10 mg par jour. Sur le plan corticothérapie orale, on a commencé la dégression. On est passé de 40 mg un jour sur 2 à 30 mg un jour sur 2, puis 25 mg, avec supplémentation potassique, calcique et régime alimentaire adapté. On n'a pas introduit les antileucotriènes, tout simplement parce que la corticothérapie orale, elle agit sur le métabolisme de l'acide arachidonique, elle agit en amont. Donc, il fait le même effet des antileucotriènes, puisqu'il agit en amont. Les antileucotriènes, il agit sur la voie des 5 lipoxygénases. Donc, on dégraisse la corticothérapie orale suffisamment, ou bien on l'arrête avant d'introduire les antileucotriènes. Donc, sur le plan littérature, oui, Dr. Benis. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as donné de la cétirizine, s'il te plaît? Donc, la patiente, elle est relativement soulagée par la cétirizine. Ça agit sur la physiologie du syndrome de Widal. On va voir ça. Donc, la nomenclature. La première description de ce syndrome, c'était en 1929
par Fernand Vidal et son équipe qui a décrit le syndrome de Vidal. C'était une association asthme, urticaire et intolérance à l'aspirine. En 1968, Santer et son équipe ont décrit une série de cas de cette triade, raison pour laquelle dans les pays scandinaves et anglo-saxons, le syndrome de Vidal est appelé triade de Santer. Depuis quelques années, on a une nomenclature un tout petit peu explicite. C'est maladies respiratoires exacerbées par l'aspirine ou les ANS, AERD en anglais pour l'aspirine, NERD pour les ANS. Donc, c'est une association asthme, rhinosinusites et polypose nasale avec intolérance à l'aspirine. Quel type d'intolérance? C'est une réaction à l'aspirine donnant lieu à une réponse des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures. C'est-à-dire on aura des symptômes de l'asthme et des symptômes, c'est-à-dire une obstruction et des signes d'obstruction nasale. La classification des réactions aux ANS, donc ça a été décrit, donc c'est classifié depuis 2007. Notre patiente a un asthme et rhinosinusites chronique exacerbée par les ANS, donc il rentre dans le type 1 de cette classification. Sur le plan épidémiologique, on note une prédominance féminine. Il n'y a pas de différence ethnique concernant ce syndrome. Sur le plan prévalence, 0,3 à 0,9% de la population générale ont ce syndrome, 7% des adultes asthmatiques ont ce syndrome, 14% des asthmatiques sévères ont le syndrome de Vidal. Concernant la polypose nasale, ces patients qui ont ce tableau, 10% des patients ayant une polypose nasale ont le syndrome de Vidal, 9% des rhinosinusites chroniques, et quand on a l'association rhinosinusites chronique polypose nasale, 49% de la population aura probablement le syndrome de Vidal. Sur le plan physiopathe, ça, c'est le. Donc, je suis en retard, mais je dois m'attarder un tout petit peu concernant la physiologie et la physiopathe. Donc, il y a on va parler de 3 points différents. La physiologie de l'inflammation, la physiologie de base du syndrome de Vidal et la physiologie de la réponse de l'intolérance à l'aspirine. La physiologie de base, une réaction inflammatoire, il implique la transformation de phospholipides membranaires en acide arachidonique par la phospholipase A2. Donc cet acide arachidonique va se transformer en prostaglandine et en leucotriène selon la voie, la prostaglandine selon la voie des cyclooxygénases COX-1 et COX-2. Les leucotriènes, c'est la voie de la 5-lipo-oxygénase. Ça, c'est la physiologie normale. Il y a un petit contrôle qui se fait à l'intérieur de cette physiologie, c'est que les prostaglandines sont transformés en prostaglandines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Les prostaglandines anti-inflammatoires, les PGE2, donc ils stabilisent la mastocyte et ils bloquent la voie des leucotriènes. Donc c'est une voie inhibitrice des leucotriènes. Donc un petit contrôle se fait en situation normale. Ça, c'est la physiologie de l'inflammation. Dans le syndrome de Vidal, il y a une situation de base, il y a une réaction aux ANS. En situation de base, les gens ayant le syndrome Vidal, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils ont ce petit circuit qui est inhibé, bloqué, ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins de prostaglandines anti-inflammatoires, donc on a moins de stabilisation de la mastocyte et moins de blocage de la 5-lipo-oxygénase. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura une déviation du métabolisme d'acide arachidonique vers la voie des leucotriènes plus que la voie des prostaglandines. En cas de réaction aux anti-inflammatoires. Donc, si on donne des anti-inflammatoires classiques, anti-COX-1, qui sont forcément des anti-COX-2, on aura blocage de toute la voie. Pas une partie de cette voie, mais ça, c'est la réaction aux ANS. On a blocage de toute la voie des cyclooxygénases, COX-1, COX-2, et l'acide arachidonique va être transformé principalement en anti-leucotriène. Donc, cette inflammation à prédominance leucotriénique en situation de base, elle sera aggravé si on prend des anti-inflammatoires anti-COX-1, c'est-à-dire des anti-inflammatoires classiques. Voilà, ce schéma, il montre un tout petit peu la réaction aux anti-inflammatoires, la situation de base et la réaction des anti-inflammatoires. Je ne vais pas m'attarder, mais dans ce schéma, on note plusieurs mots-clés très très importants. On note bronchoconstriction, on note leucotriène, on note histamine, tryptase, prostaglandine, mastocyte, polynucléaire, eosinophile. Donc il y a l'attraction, la mastocyte sécrète les prostaglandines D2 qui attirent plus de mastocytes, plus de basophiles, plus de T2 sel. Donc tous ces mots-clés doivent nous pousser on doit penser à ces mots-clés quand on propose une solution ou bien une conduite à tenir thérapeutique. Sur le plan asthme, donc
dans le syndrome de Vidal, l'asthme est développé à l'âge adulte. Il est sévère avec des antécédents d'intubation et de corticostéroïdes oraux, avec nécessité de corticostéroïdes oraux chez certains patients. 5% ont un asthme léger ou asymptomatique. L'éosinophilie bronchique est presque constante, également pour les narines et les polypes. La rhinosinusite chronique avec polypose nasale, donc c'est la plainte principale des gens ayant le syndrome de Vidal. C'est une rhinite initialement réfractaire qui se transforme en rhinosinusite chronique, hypertrophique, eosinophilique. C'est le cas de notre patiente avec congestion nasale, anosmie et polypose. On aura une dysfonction de la trempe de Stache qui va exposer la patiente aux otites séromuqueuses à répétition qui vont se progresser vers la chronicité et exposer la patiente aux complications de la chronicité, à savoir l'hypoacousie et la surdité. Les patients ont recours à plusieurs chirurgies des sinus et des polyposes, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Concernant l'intervention aux AINS, on a plusieurs tableaux, des signes naso-oculaires, des signes de l'asthme, un érythème de visage, laryngospasme, crampes et douleurs abdominales, l'hypotension. Les réactions sévères sont difficiles à distinguer de l'anaphylaxie. Ça, c'est un problème à l'interrogatoire. Dans 15% des cas, l'urticaire et l'angioëdème sont associés à la réaction. Dans ce cas, ce n'est pas une réaction pseudo-allergique type 1, c'est réaction pseudo-allergique type 4. Les symptômes sont dose dépendantes. C'est une preuve que c'est une réaction pseudo-allergique. Les petites doses dans la congestion nasale, les grandes doses dans le bronchospasme, nécessitant parfois l'intubation. Et les réactions fatales après une pleine dose sont rares. Vous voyez que la description, c'est exactement le tableau de la patiente. En toute amitié, il te reste 2 minutes. OK, maximum. Donc, les signes respiratoires hauts et bas sont vus après consommation d'alcool par blocage de la voie du métabolisme de l'acide arachidonique par voie métabolismique par l'éthanol. On a une hyperiosinophilie chez 50% des cas. L'atopie est présente chez 30 à 70% des cas. Les IgE spécifiques élevés aux pneumoallergènes. Les IgE total sont variables. Voilà, le diagnostic, il est souvent clinique. Donc, on a un tableau complet. Quand à l'interrogatoire, on ressort une réaction à plusieurs anti-inflammatoires de structures différentes, pas la peine de faire un test de provocation orale. Mais quand on a une réaction isolée à une seule molécule, on doit continuer à explorer. Quand l'intolérance à l'aspirine est absente, on doit penser à un stade précoce de la maladie, à une éviction spontanée, à ce que le malade n'arrive pas à distinguer intolérance d'une crise, ou bien une prise quotidienne pour une cause ou une autre. Okay. Le TPO à l'aspirine, donc je passe. Il y a plusieurs protocoles validés. Il y a des protocoles à intervalles longs de 3 heures, des intervalles intermédiaires de 90 à 120 minutes et des intervalles de 30 à 60 minutes. Voilà certains protocoles. La prise en charge de l'asthme, rhinosinusite chronique et polypose nasale doit suivre les recommandations nationales et internationales. Les antileucotriens, ça c'est le point le plus important, sont recommandés car améliorent les signes respiratoires et nasosinusiennes, s'attaquent au dérèglement sous-jacent de la production des leucotriennes, protègent contre les exacerbations sévères en cas de prise accidentelle d'ANS, raison pour laquelle certains auteurs recommandent les antileucotriennes avant un test de provocation orale. On doit éviter les anticox-1 et prendre le paracétamol s'il est bien toléré. Notre patiente elle tolère le paracétamol, ou bien un célécoxib, qui est un anticox-2 sélectif. La désensibilisation est faite quand la polype nasale est réfractaire, ou bien si on aura besoin de prendre des anti-inflammatoires. Elle est très simple. 20 secondes, et elle est très simple, la désensibilisation. C'est une continuité du test de provocation orale. Quand on arrive à une dose qui rend le TPO positif, on s'arrête là, on marque que c'est un test positif. On donne un traitement symptomatique, on attend la disparition des symptômes et on redonne la même dose. La patiente, s'il fait les symptômes, on redonne un traitement symptomatique et on attend, etc., jusqu'à ce qu'elle tolère cette dose. Puis on passe à la dose suivante. S'il fait une réaction, traitement symptomatique, on attend. Elle refait la symptomatologie, traitement symptomatique, et on attend jusqu'à ce qu'elle tolère la dose suivante. On continue comme ça jusqu'à une dose de 325 mg. Si elle arrive à tolérer 325 mg, la désensibilisation est réussie. Il peut prendre jusqu'à 4 fois cette dose. Voilà, il y a un espoir avec les biothérapies, notamment le dupilumab, qui améliore les symptômes de la rhinosinusite chronique, la polypose nasale ainsi que l'asthme. Et en conclusion, c'est un syndrome fréquent, facile à identifier, malheureusement sous-diagnostiqué. La confirmation est souvent clinique, parfois elle est nécessaire à travers un test de provocation orale. L'éviction des anticox-2 soulage les symptômes. La désensibilisation est nécessaire dans certaines situations. Les antileucotriennes ont un rôle très bénéfique. Et il y a un espoir avec le dupilumab qui malheureusement n'est toujours pas disponible au Maroc. Merci de votre attention.
Merci.